À quoi reconnaît-on un barbare? Alors, on parle de barbare, plusieurs personnes peuvent revendiquer la paternité du terme. L'idée, c'est de faire référence aux invasions barbares qui ont contribué à la chute de l'Empire romain. Et les barbares, on les qualifiait de barbares précisément parce qu'on ne les comprenait pas. On ne parlait pas leur langue, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Ils avaient une culture différente et ils avaient aussi des règles d'engagement différentes. C'est dans leur façon de livrer bataille, ils se comportaient d'une façon déroutante qui rendait très difficile le fait de les contrer ou de les contenir. Et c'est ça, in fine, qui leur a permis de l'emporter à la fin. Et en quelque sorte, c'est pareil pour les entreprises numériques. Elles ont l'air de barbares parce qu'elles arrivent avec un langage différent, avec des règles d'engagement différentes, avec une culture différente, et c'est tellement décalé qu'on est presque démuni quand on est une entreprise traditionnelle pour essayer de résister à leurs invasions. Moi, je considère que tous les secteurs, toutes les filières, tous les marchés qui forment notre économie vont être touchés, vont basculer d'un paradigme à un autre. On quitte un paradigme qui a été mis au point, qui a émergé tout au long du XXe siècle et qui est celui de la production de masse et de la consommation de masse. C'est-à-dire on produit en masse des grandes séries d'objets ou de services qui sont ultra standardisés et qui sont écoulés sur des marchés où les consommateurs se ressemblent beaucoup les uns les autres dans leurs habitudes de consommation, dans leur expression de besoin. Aujourd'hui, dans l'économie numérique, tout change parce que les individus s'affirment beaucoup plus. En fait, ils se différencient les uns des autres, ils veulent être compris et que les entreprises les servent de façon ultra personnalisée. Et c'est ça qui conduit les entrepreneurs à s'emparer des technologies numériques, à déployer des nouveaux modèles d'affaires qui sont en fait la seule manière de servir les individus de façon personnalisée à très grande échelle. Et ça, cette façon de créer de la valeur, cette façon de servir les consommateurs, elle va progressivement gagner toutes les filières. Alors certains disent oui, mais certaines peut-être plus tard que d'autres, ou bien certaines ne basculeront jamais dans ce nouveau paradigme. Moi, je prétends que c'est toujours mieux de considérer que tout le monde va y passer, parce qu'au moins ça met les acteurs en mouvement et ça les force à se positionner. Par contre, si on considère qu'on est préservé, en général on reste affalé dans son canapé et on finit par subir ça dans une totale passivité qui est évidemment pas admissible. Alors il est passé, effectivement, c'est mieux de considérer que la révolution numérique est passée parce que c'est ça qui incite les acteurs à passer à l'action. Pendant une révolution, on est un peu à l'arrêt, interdit devant la violence des conflits qui se passent sur les barricades et on laisse ça aux excités en quelque sorte. Et puis quand la révolution s'arrête, on comprend mieux le résultat de cette révolution, on comprend mieux dans quelle mesure les lignes ont bougé et on peut s'emparer de cette compréhension, en faire levier pour passer à l'action. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans chaque filière, les habitudes vont être bousculées, les positions des entreprises vont être mises en cause, les consommateurs, les clients finaux vont formuler des exigences de plus en plus difficiles à satisfaire et in fine, les entreprises qui n'arrivent pas à se plier à ces exigences seront évincées de la chaîne de valeur et disparaîtront. Et tout ça va se poursuivre dans une grande conflictualité, probablement, parce que c'est douloureux pour les entreprises traditionnelles de remettre en cause leur façon de faire. Et cette conflictualité, elle ne prendra fin que lorsque les pouvoirs publics eux-mêmes, ayant eux-mêmes compris les tenants et les aboutissants de tout ça, mettront en place les nouvelles institutions qui permettront à ce nouveau paradigme de prospérer. On ne s'en souvient pas parce qu'on n'était pas né, mais quand le précédent paradigme, celui de la production de masse, a émergé, au début ça fonctionnait très mal. C'était très dur pour les ouvriers dans les usines, c'était une extrême précarité, une grande pauvreté pour les ménages. Bref, c'était complètement déséquilibré, désaligné, et il a fallu pour mettre tout ça, pour aligner tout ça, pour créer les conditions d'une prospérité partagée en quelque sorte, créer le système bancaire, le dialogue social dans l'entreprise, dans les branches,
la protection sociale qui couvrait contre les risques critiques de l'existence, les grandes infrastructures qui ont permis à tout ça de se déployer, et tout ça mis en place a permis cette grande période de prospérité qui était les 30 Glorieuses. Voilà. Aujourd'hui, on est encore dans la phase de déploiement conflictuel, en fait, et c'est peut-être seulement dans quelques années, ou même 10 à 20 ans, qu'on mettra en place, dans le meilleur des cas, les institutions qui permettront à l'économie numérique de profiter à tous au lieu d'installer le conflit partout et de concentrer la richesse au profit de quelques-uns. Alors si on dit que le numérique change tout, il change aussi la vie démocratique et il offre d'extraordinaires opportunités pour l'engagement du citoyen. On commence à deviner ce qu'est une démocratie numérique quand on observe les quelques dirigeants politiques qui, dans certains pays, ont commencé à s'emparer activement des outils mis à disposition par le numérique, ce qui leur permet de créer un lien privilégié avec les citoyens, en fait. Et ce lien privilégié, au début, évidemment, les dirigeants politiques, leur réflexe, c'est de voir ça en top-down, de se dire, grâce au numérique, je vais arroser mes administrés, mes concitoyens de ma pensée du jour, de mon communiqué de presse, de la nouvelle suivant laquelle je serai présent sur tel marché à telle date, etc. Donc ils utilisent ça comme les médias anciens. Et puis progressivement, ils s'aperçoivent, et certains rentrent dans le jeu, que en fait, le numérique, c'est surtout une puissante boucle de rétroaction, c'est-à-dire que les citoyens, arrosés par ces messages en top-down, réagissent, et les dirigeants politiques qui apprennent à écouter, qui apprennent à interagir au quotidien comme ça avec les citoyens, ils rentrent dans un cercle vertueux et ils sont en mesure notamment de développer une très grande sensibilité à la réalité quotidienne expérimentée par les citoyens et donc à identifier ceux qui peuvent être des relais, des inspirateurs, des objecteurs et donc qui peuvent les guider dans leur action au quotidien, dans l'action publique. Et du coup, ça renouvelle complètement les formes d'engagement du citoyen, parce que le citoyen peut s'impliquer de façon différenciée. Il y en a que ça n'intéresse pas du tout, il y en a que ça intéresse beaucoup, il y a ceux qui les empêcheurs de tourner en rond, il y a ceux qui sont là pour aider. Mais en fait, ce que permet le numérique, c'est de créer un lien personnel avec chacun de ceux-là, et de les administrer ou d'interagir avec eux de façon différenciée suivant les aspirations de chacun. Et globalement, c'est plutôt un gain net parce que l'engagement de certains, pas de tous, parce que tous ne s'intéressent pas à l'engagement, mais l'engagement de certains va venir améliorer les politiques publiques, les rendre plus dynamiques, leur permettre de s'adapter aux besoins personnels, aux différents segments de la population. Et in fine, on peut en attendre des services publics qui coûtent moins cher, qui marchent mieux, qui sont plus consensuels, mieux acceptés politiquement. Et d'autant plus qu'ils associent les citoyens à la conception et à la mise en œuvre.